L'histoire n'est que l'histoire, et pas une vérité scientifique. Les témoignages qui nous sont parvenus par la tradition et par les écrits des érudits au cours des siècles ne se recoupent pas toujours. Ainsi, des hypothèses sont émises par les uns ou les autres, quelquefois divergentes. Laquelle est la vérité ? Nous ne le saurons peut-être jamais. J'ai choisi une de ces hypothèses pour vous raconter l'histoire de ces gens qui ont fait l'histoire. Aussi loin que les érudits nous font remonter dans le temps, on trouve trace de vie humaine dans cette région traversée par cette rivière sinueuse que l'on nomme le Toué. Il n'est pas anormal que ce rocher, enserré dans une boucle de la rivière, serve de refuge aux populations face aux invasions de conquérants et de pillards. C'est ainsi qu'il fut, semble-t-il, le siège d'un oppidum gaulois, et plus tard, successivement de châteaux. Autour de lui, une cité s'organise au fil des siècles, dont il nous reste d'importants témoignages architecturaux. Je vous invite à vous intéresser à l'un d'entre eux, l'église Saint-Lon de Thouars. Dans la chrétienté du premier millénaire, le culte des reliques est très important. Et lorsque les Wiccanes envahissent le royaume franc, les moines quittent leur monastère en emportant avec eux les reliques qui y étaient vénérées. C'est ainsi qu'une partie des restes de Saint-Lon, évêque de Coutances, sont déposés dans un village au bord de la rivière la Dive, près de Curset, chez de pieux seigneurs de la cour du vicomte de Thouars, Achard et son épouse Rossi. Pour que ces reliques puissent être honorées avec faste, ils font construire une petite chapelle dans les jardins à proximité de ce qui était la cité de Thouars. À la demande de Rossi, cette chapelle est aussi dédiée à Notre-Dame. Elle est dotée de 4 chanoines chargés du culte. Et vers 1021, elle est offerte à Isambert, évêque de Poitiers. En 1095, son successeur Pierre II la transmet à l'abbaye Saint-Florent de Saumur. Au fil des décennies, de nombreuses disputes d'obédience entre chanoines, abbés, évêques et seigneurs émailleront les pages de l'histoire locale. La dévotion à Saint-Lon grandit, stimulée par des miracles attribués au saint homme. Les pèlerins affluent pour invoquer ce saint qui guérit de la folie et de la débilité du cerveau. Sa main momifiée est présentée dans une châsse, toujours conservée par le clergé de Thouars. Des rues entières sont construites dans les coteaux pour accueillir cette foule, et la chapelle, trop petite, est remplacée au XIIe siècle par une église servie par 12 chanoines. Il semble que la construction d'alors s'arrêtait au niveau de l'actuel clocher. L'église sera complétée à la fin du XVe siècle par la construction de la chapelle fondée par Marguerite d'Écosse. C'est aussi à cette époque qu'une impressionnante flèche à 8 pans, hérissée de crochets, est érigée sur ce clocher. Elle sera abattue par un ouragan en 1711. Le 11 septembre 1647, messire Thibaut Andro Picardoise, qui est chargé de réparer le sommet de cette flèche, use d'une grande ingéniosité pour se hisser en haut du clocher à 40 mètres du sol. Par l'intérieur de la flèche, il a échafaudé en utilisant des fagots de sarment pour bloquer ses cordes. Puis il a lié bout à bout 2 échelles, lui permettant d'atteindre une fenêtre par laquelle il a jeté une ficelle qui lui a servi à tirer par l'extérieur une corde à nœud. Il a tiré avec une autre corde une échelle de 20 pieds qui lui a permis d'atteindre la croix
et de remonter le lendemain faire les réparations. La vie des moines de Saint-Lon n'a pas toujours été très régulière, et particulièrement dans la première moitié du XVIe siècle. Et Charles de la Trémoille, leur abbé, fut obligé d'en appeler à la sénéchaussée pour rétablir l'ordre en 1551. En 1653, une anecdote est rapportée par le prieur qui dut faire intervenir le notaire Fonfrège. Depuis 3 jours, il ne peut célébrer le Saint-Office, car François le Grand, qui détient les clés de la sacristie, refuse de les rendre et d'assurer son service, et s'est enfermé à son domicile. Le notaire se rend au domicile du dit le Grand, et le prieur réitère ses exhortations qui n'y font rien. Le notaire décide de faire venir le serviteur de Denis Bernard, le serrurier. Le prieur sermonne le sacristain et découvre les autres personnages cachés dans une pièce. Jacques Janel, Antoine et Bertrand Savigno, et, prieurs, religieux et notaires, vont à la sacristie où ils font l'inventaire. Une chape, 2 courtibauds, une chasuble, une étole et fanon le tout de drap d'or, 2 chapes de camel rouge, une chape de velours rouge et 2 autres chapes de velours blanc, 2 calices dont l'un d'argent doré et l'autre d'argent blanc. Dans l'un des coffres, la châsse et le bras de Monsieur Saint-Lon, avec un tableau enrichi d'argent, au milieu duquel il y a un chef. 3 missels, un encensoir d'airain, 9 cierges. Le 11 décembre 1711, le curé de Saint-Médard raconte. Depuis le 6 octobre, la pluie et le vent ne cessent. Mais hier, ce fut le pis. Et tous les clochers et les cloîtres ont été endommagés. Mais le pire qui soit arrivé en notre ville est la perte du clocher de Saint-Lon, qui est son plus bel ornement. À 10 heures, alors que les religieux célébraient la grand-messe, une pierre tomba sur la voûte du chœur, ce qui incita les religieux à se retirer avec les paroissiens. Le clocher alors se brisa, enfonçant les voûtes, abîmant les cloches et tuant une pauvre femme qui mendiait. Les bâtiments de l'abbaye, situés au nord de l'église, seront reconstruits en 1658 par les soins d'Henri de la Trémoille. Puis les Génovéfins, devenus chanoines de Saint-Lon, se font construire un autre couvent et s'y installèrent. Après les guerres de religion, pendant lesquelles l'Église souffrit de déprédation, la réforme des chanoines réguliers de Saint-Augustin entraîne de nouvelles modifications de l'édifice. La grande verrière qui décore le chevet plat de l'église fait place au retable, le chœur est doté de stalles. À la Révolution, le tombeau de Marguerite est profané. Plus tard, au XIXe siècle, la tribune supportant l'orgue est élevée, et au début du XXe siècle, la chapelle du tombeau de Marguerite est séparée de la nef par une absidiole, et l'arcade qui communique avec le chœur est murée, la chapelle devenant sacristie jusqu'à la Restauration en 1994. Dans l'ouest de l'Europe, la situation internationale est difficile. L'Angleterre et l'Écosse sont en conflit. En France, Philippe IV le Bel vient de succéder sur le trône à son père Philippe III le Hardi. Un premier traité franco-écossais est signé en 1295 par John Balliol et Philippe le Bel. Plus tard, James Ier Stuart règne sur l'Écosse. Charles VI puis Charles VII font face aux Anglais.
est l'aînée des filles de James Ier et promise en 1428 au dauphin de France, le futur Louis XI, contre la promesse de forces militaires. Jeanne d'Arc ramène la paix et Charles VII demande à James l'application du traité. Envoi de 6 000 hommes et les fiançailles promises en échange de la Saintonge et de Rochefort. En 1436, le 27 mars, la princesse quitte Dumbarton, accompagnée des 6 000 soldats, et les 20 navires arrivent à la Pallice le 17 avril. Après des réceptions à La Rochelle, puis à Poitiers, la princesse arrive à Tours le 24 juin. Le mariage a lieu le lendemain au vieux château de Tours, béni par l'archevêque de Reims. La mariée a 11 ans, le marié 14. La jeune princesse est confiée à la reine Marie et le dauphin part avec son père Charles VII. La jeune Marguerite suit la famille royale à Saumur, où elle s'émancipe, compose des poèmes. La vie à la cour d'Anjou est agréable. C'est vers 1443-1444 que la princesse fait sa fondation mortuaire. Pourquoi choisit-elle Thouars ? Sans doute connaissait-elle l'abbé Gadard, prieur de Saint-Lô. Sans doute les convoitises princières sur le duché de Thouars faisaient qu'une sépulture royale dans une riche abbaye apporte considération au pays qui la reçoit. Toujours est-il que Marguerite ne dispose pas des 600 écus nécessaires pour cette construction. La situation financière du jeune couple est délicate, Louis ayant participé à une révolte féodale contre son père en 1440. Elle remet en gage à l'abbé Gadard son livre d'heures pour la construction qu'elle n'eut pas le plaisir de voir, car en 1445, après avoir fêté à Nancy le mariage de Marguerite d'Anjou avec le roi d'Angleterre, Charles VI, la cour se repose à Châlons-en-Champagne, et Marguerite y meurt de pleurésie et est enterrée dans la cathédrale. Charles VII approuve la fondation de sa bru, et les travaux se poursuivent. En 1459, Gadard réussit à toucher les 600 écus et restitue le livre précieux, mais n'obtient pas le retour des restes de la dauphine. Les abbés se succèdent à Saint-Lô, mais ce n'est qu'après 19 ans de règne que Louis XI écrit à l'abbé Nicolas le 7 octobre 1479. Louis, par la grâce, roi de France, à notre cher et bien-aimé Nicolas, abbé de Saint-Lô-de-Thouars, salut. Comme présentement, nous avons délibéré de faire transporter le corps de notre feu femme, dauphine de son vivant, de l'église cathédrale de Châlons-en-Champagne où elle fut enterrée sitôt son décès, vers votre abbaye pour y être enterrée dans la chapelle Notre-Dame qu'elle fonda de son vivant, afin de respecter ses dernières volontés que naguère nous avons su. De ce faire, nous vous donnons pouvoir, autorité, commission et mandement spécial. Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et sujets, qu'à vous ils obéissent. Le Plessis du Parc des Tours, le 7 octobre de l'an de grâce 1479, et de notre règne le 19e. C'est alors que s'organise l'expédition vers Châlons-en-Champagne pour ramener les restes de la princesse. C'est ce que nous raconte le notaire Bernard Lamy. Moi, Bernard Lamy, sergent à cheval du roi, notre sire en son châtelet de Paris, et notaire. J'ai été chargé de rapporter à la requête de monseigneur Nicolas, abbé de Saint-Lô-de-Thouars, les événements concernant le transport du corps de la dauphine Marguerite d'Écosse de Châlons à Thouars. Nous sommes partis au nombre de 25, le mardi 19 octobre 1479, sous la direction de l'abbé Nicolas Arnaudot, muni des lettres patentes de Louis XI. Il y avait de nobles personnes, des écuyers, des prieurs et d'autres gens d'État. Il nous a fallu 12 jours pour rejoindre Châlons.
Le 31 octobre à 10 heures du matin, le cortège arrive à la cathédrale. L'abbé expose l'objet de sa mission. Le lendemain, un service funèbre est célébré avec beaucoup de solennité. Des gentilshommes à cheval et munis de torches suivent la procession jusqu'aux portes de la ville. Le char mortuaire, couvert d'un beau drap d'or aux armes de Marguerite, est traîné par des chevaux caparaçonnés de draps de velours. Il est escorté par 32 pauvres vêtus de robes et de chaperons de drap noir, portant des torches. Le dimanche 14 novembre, le clergé de Thouars, les nobles, officiers et tout autre gens d'État, prévenus par l'abbé, rejoignent le funèbre cortège à un quart de lieue de la ville. Un service est célébré en grande pompe avec crosse et mitre. Et à midi, le corps de la dauphine est mis dans le caveau de la chapelle qu'elle avait fondée. C'est la contestation à l'encontre d'un plan d'occupation des sols nuisible au cadre ancien de la ville qui a amené la création d'une association franco-écossaise à Thouars. Ses membres ont continué leur action par la volonté de mise en valeur de l'église abbatiale Saint-Lon qui contenait le tombeau de Marguerite d'Écosse. Il a fallu beaucoup de persévérance et 15 ans de démarche et de force de conviction pour obtenir la mise en route du projet de restauration en vue de la célébration du 700e anniversaire du premier traité d'alliance entre la France et l'Écosse. Frédéric Chauvenet est la cheville ouvrière de cette association. Elle fait preuve de beaucoup de détermination pour faire avancer le projet. C'est à François Jeannot, architecte en chef des monuments historiques, qu'est confiée la direction des travaux. La mise à nu du sol bétonné et les sondages sur la qualité des fondations font apparaître au centre de la chapelle une maçonnerie faisant penser à un caveau. Une fouille archéologique est alors lancée et l'on retrouve des ossements humains dans un caveau correspondant en tout point au descriptif qui en avait été fait en avril 1776. Les analyses réalisées prouvent à 99% qu'il s'agit des restes de la princesse Marguerite. Les découvertes intéressantes continuent sur les murs. Une litre funéraire aux armes d'Écosse, ainsi qu'une fresque sur une face d'arcade sont mises à jour. La mise au tombeau, souhaitée par la princesse, a retrouvé son emplacement originel, décrit dans une gravure de Guénière. La voûte, dont une partie avait été reconstruite en bois, suite à la chute du clocher de 1711, a été consolidée et refaite à l'identique. Grâce à la ténacité de Frédéric Chauvenet, à la compétence de François Jeannot et des spécialistes qui ont œuvré sur ce chantier, une chapelle royale dont tout le monde ignorait l'existence a été sortie de l'oubli. Et l'on peut imaginer, rapporte Frédéric Chauvenet, que d'après les restes de peintures murales mises à jour, d'après l'élégance de l'architecture, la disposition des ornements, combien cette chapelle funéraire devait être somptueuse sans être funèbre. Les ossements ont été rendus à la ville
et leur retour fut l'occasion d'une fête populaire assortie d'une émouvante cérémonie.